Hello les potos, j'espère que vous êtes fans d'énigmes. Let's go! On se retrouve donc avec le film À couteau tiré, réalisé par Ryan Johnson. Alors ce réalisateur, pour les plus jeunes, surtout, on le connaît principalement pour le dernier Star Wars, Star Wars 8, Les Derniers Jedi, mais il est aussi été réalisateur de Looper et de Brick. Concernant les acteurs, premier acteur voilà, qu'on connaît, c'est Daniel Craig qui joue le rôle de Benoît Blanc. Alors Daniel Craig, il est surtout connu pour son rôle de James Bond, par exemple dans Quantum of Solace, mais moi je l'ai préféré personnellement dans Millennium, L'homme qui n'aimait pas les femmes, et plus récemment on l'a vu dans un film qui s'appelle Kings. La deuxième actrice, elle un peu moins connue que les autres, c'est Ana de Armas qui joue le rôle de Marta Cabrera. Elle, on l'a vu dans War Dogs, dans Overdrive ou dans The Informer. Le dernier acteur, c'est Chris Evans qui joue le rôle de Ransom Drysdale. Alors Chris Evans, tout le monde le connaît principalement pour son rôle dans Captain America First Avenger ou dans les Avengers par exemple. Il a aussi été dans les 4 Fantastiques et il a été dans un film un peu moins connu comme par exemple The Iceman. Voilà pour le casting de base. On passe maintenant au pitch du film. En fait, on se retrouve dans un manoir cossu, vraiment isolé, d'un homme riche qui s'appelle Harlan Thrombey. Et on le retrouve en fait le lendemain de son anniversaire dans son bureau égorgé. Benoît Blanc, accompagné de la police, va donc mener une enquête directement sur place pour savoir qui est le tueur de Harlan Thrombey. Alors, bien évidemment, il va y avoir tout un jeu de pistes, d'énigmes, des interrogatoires, etc. Ça va être un vrai Cluedo. Donc voilà pour le pitch du film. On passe maintenant à la critique et je commence donc avec Daniel Craig. Alors, Daniel Craig, personnellement, moi, la saga des James Bond, c'est pas trop mon délire. Comme je vous dis, je l'ai préféré dans Millennium, L'homme qui n'aimait pas les femmes. Et c'est vrai que, encore une fois, dans ce film, on a la preuve, je trouve que cet acteur, les autres rôles qui ne sont pas James Bond lui réussissent mieux. Ici, il nous sort vraiment une espèce de détective assez classe, assez rusé, perspicace. Il est toujours avec son petit cigare, vraiment, il a vraiment ce côté un peu Hercule Poirot. Et je trouve qu'il est, voilà, il a ce côté un peu, en même temps, il a un côté aussi amusant, euh, irrévérencieux. Je sais pas, il a quelque chose. Je trouve que ce personnage est vraiment très bien foutu. Je trouve d'ailleurs que c'est le meilleur rôle du film, hein. J'ai adoré son rôle donc, de Benoît Blanc et voilà, j'ai surkiffé, je l'ai trouvé excellent dans ce film. Ana de Armas, alors elle est particulière dans son rôle, puisqu'en fait, tous les autres personnages sont vraiment très caricaturés. Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais c'est vraiment des personnages qui sont vraiment dans la caricature. Et elle est un des seuls personnages vrais, réalistes. Vraiment, on sent qu'elle se démarque des autres. Et justement, grâce au jeu des autres acteurs très caricaturés et elle plus réaliste, qui le fait d'ailleurs très très bien, on a cette espèce de cassure entre deux mondes. Et c'est ça qui est intéressant. Et je vous expliquerai après tout ça pourquoi, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, elle est très intéressante. Le seul petit défaut qu'elle a, je trouve, c'est au niveau de l'écriture de son personnage, c'est son trait humoristique à elle, sa caractéristique. Je trouve que ça lui va pas. Pour un personnage qui est assez réaliste, qui est beaucoup plus vrai que les autres, je trouve que ce trait humoristique est un peu grossier pour elle. J'aurais trouvé un humour, enfin trouvé un trait de caractère humour comme ça un peu rigolo, plus fin pour elle, pour ce personnage-là. Mais enfin bon. Le dernier Chris Evans, je vous cache pas que j'en avais un peu ras-le-bol de le voir dans sa tenue de Captain America. D'ailleurs, les Marvel en soi commencent à me gonfler sérieusement. Et c'est des acteurs, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qu'ils valent en dehors de leur costume de super-héros? Eh ben, Chris Evans, pour le coup, j'avoue, c'est un super bon interprète. Ici, en tous les cas, dans ce film-là, il est très bon. Il joue vraiment le petit-fils de Harlan Thrombey, comme je vous dis, de cet homme d'affaires, cet écrivain richissime. Et on a vraiment l'archétype mais du gosse de riche, c'est-à-dire prétentieux, arrogant, égoïste, capricieux, limite manipulateur. Il interprète très bien ce rôle, mais de manière très caricaturée. Très caricaturée. Mais il le fait vachement bien parce qu'en gros, il est vachement en accord avec les autres personnages comme ça qui sont aussi caricaturaux. Donc voilà, je trouve qu'il a très bien joué son rôle et ça fait du bien de voir Chris Evans dans autre chose que dans du Captain America. Donc voilà pour la critique du casting. Pour ce qui est des décors et des accessoires, alors ça je trouve que c'est déjà le premier gros point fort du film, c'est vraiment les accessoires, les décorations, les décors d'abord, puisqu'on va vraiment avoir une espèce de gros manoir, un peu espèce de manoir un peu à la manière, à façon psychose, vraiment une espèce de manoir isolé,
mais riche, vraiment, on sent que la personne qui est dedans, qui habite, qui est richissime. Les meubles à l'intérieur, c'est tous des meubles Louis XV avec des tableaux faits par des artistes et tout le tralala. Et justement, ce qui casse ce côté, parce que vraiment, quand on voit ce décor-là, on a l'impression d'être dans les années 50. On a vraiment l'impression de voir un film des années 50 avec un meurtre en haute société. Et au final, ce qui vient casser ça, c'est les accessoires. Très rapidement, on va se rendre compte qu'il y a des smartphones, qu'il y a des voitures modernes, qu'il y a des costumes, en tout cas des costumes, des habits. Voilà, on a typiquement une personne habillée en tailleur rose avec des talons aiguilles comme ça, chose qu'à l'époque des années 50, il n'y avait pas. Et c'est ça qui est marrant, cette espèce de côté un petit peu... on sent que Ryan Johnson se moque un petit peu de la société des richetos, de la bourgeoisie moderne. Et là, il donne à la bourgeoisie moderne, voilà, ils habitent dans des manoirs avec des meubles Louis XIV, Louis machin truc, ils sont complètement à l'ancienne et tout. Mais en dehors, il y a une vie qui se passe, ils sont complètement isolés, les bourgeois. C'est un petit peu, j'ai l'impression que rien que par son décor, déjà, il y a une certaine moquerie de la part de Ryan Johnson, ou en tout cas une certaine caricature de la bourgeoisie moderne. Donc voilà, ça c'est super cool. Ensuite, donc voilà, tout ce qui est décor, hein, je parle, tout ce qui est décor accessoire, c'est sympa. Ensuite, tout ce qui est mise en scène. Alors déjà, première chose, c'est qu'on voit que Ryan Johnson, il a mis comme un espèce de filtre noir sur toute la pellicule. Alors déjà, le manoir en soi est assez sombre, mais cette espèce de filtre noir voilà, sur le film donne la sensation de regarder vraiment cette espèce de film noir des années 20, vraiment un peu LA noir, vous voyez, vraiment de l'âge d'or du cinéma américain, vraiment ce côté noir, sombre des polars américains de cette époque-là. Ça, c'est sympa. Et après, la mise en scène, c'est là où je trouve qu'il a fait un énorme travail, Ryan Johnson, c'est que on va avoir déjà du classique, mais impliquant, je vous explique. On va avoir toujours du classique, c'est-à-dire on va commencer une scène par un plan large pour situer l'endroit, situer le contexte. Et ensuite, il va énormément jouer avec les champs contre champs et les plans taille. Et les plans fixes aussi. Champ contre champ, ça je pense que vous savez ce que c'est. Les plans fixes, c'est-à-dire qu'on va fixer un personnage au niveau plan taille, au niveau de la taille. Et ça va avoir une importance très particulière, et je reviendrai sur cet élément-là, je vous l'expliquerai après dans la partie scénario. Mais voilà, il va faire énormément ça, chose qui se faisait beaucoup à l'époque des Colombo, des arabesques et tout ça. Pour une bonne raison, je vous expliquerai tout ça après, vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Autre chose, au niveau de la mise en scène, voilà, au niveau de comment dire, de l'histoire, c'est chronologique, il n'y a pas de souci. Mais il va employer une technique, voilà, par exemple, quand on a un témoin ou un suspect dans une enquête, qui est le cas ici, on va avoir la scène de ce qu'il raconte. Et derrière, on va avoir un autre témoin qui va raconter, c'est peut-être cette même scène, qui va soit contredire la première, soit conforter la première, soit croiser la première. Et justement, c'est ça qui est sympa, c'est que chaque scène, on peut la voir 3 fois, mais 3 fois de manière différente, racontée par 3 témoins ou suspects différents. Et ça, c'est super sympa. Et je vais vous expliquer tout ça après. Maintenant, on passe justement au scénario. Alors, le scénario. Premier élément que j'ai noté comme ça, c'est pas vraiment lié au scénario en soi, mais plutôt aux influences qu'a eu Ryan Johnson pour réaliser ce film-là. Quand on commence le film, direct, et qu'on voit les personnages, on dit c'est un Cluedo géant, c'est un Cluedo interactif. C'est la première chose qu'on se dit. On se dit, le gars, Ryan Johnson, il s'est clairement inspiré de Agatha Christie, voilà, tout ça, Columbo, tous ces films de cette époque, qui étaient vraiment l'époque à thriller, à énigme. Et ben il s'inspirait de tous ces gens-là pour faire ce film-là. Et il le fait vachement bien. Deuxième chose que j'ai notée, et c'est ça qui est... Justement, je reviens avec la mise en scène, je vous avais dit que je voulais vous en parler. C'est cette façon qu'il a de faire d'un simple scénario quelque chose de très impliquant. Je vous explique. Basiquement, c'est très simple. Un meurtre dans un manoir, on a des suspects. Voilà, l'histoire est très simple. Mais, en fait, ce qu'il va faire à travers ce scénario, c'est qu'il va le complexifier au fur et à mesure. Et grâce à sa mise en scène, et à ses plans et tout ça, il va impliquer le spectateur dans l'enquête. C'est-à-dire que plus vous regardez les scènes, plus vous avez des plans fixes, par exemple, de témoins ou de suspects, plus vous allez commencer à enquêter vous-même dans votre tête. Dire, attendez, lui, visiblement, selon comme la position du corps qu'il a, selon son visage, selon ce qu'il dit, ça se contredit avec l'autre. Et en fait, petit à petit, vous rentrez dans le jeu de Ryan Johnson. Et c'est absolument génial. En fait, vous jouez une espèce de Cluedo ou de film interactif de manière passive. Et c'est là où je dis qu'il est très fort. C'est que sur un scénario très simple, il arrive, grâce à sa complexité, à ces genres de choses, à vous impliquer davantage, à chaque fois plus, à faire travailler votre cerveau pendant que vous regardez le film. Ça, je trouve ça génial. Autre chose qui était sympa du film,
c'est bien évidemment les personnages. Alors les personnages, vraiment, pour moi, c'est des personnages vraiment qu'on voit dans les Cluedo. Vraiment, c'est genre le colonel Moutarde, Rosa Épine, tous ces machins-là. C'est-à-dire que chaque personnage est caricaturé et il a son caractère propre qui est complètement opposé à tous les autres. On va avoir par exemple la fille de Harlan Tromby qui est typiquement la femme qui a monté l'entreprise avec l'argent de son père et qui a les dents qui rayent le plancher. Alors, c'est la meuf qui bouffe n'importe qui, un requin de la finance par exemple. On va avoir son beau-fils qui va être le mari justement hein, le mari de sa fille qui va se planquer derrière les jupes de sa femme. On va avoir le fils de Harlan Tromby qui pense à vivre de l'argent de son père, etc., etc., etc. Et vraiment, encore une fois, ici, j'ai vraiment encore une fois cette sensation qu'il y a une espèce de moquerie auprès de la bourgeoisie moderne. Et justement, Anna, qui est le seul personnage qui se détache des autres, va dire voilà, elle vit dans la vraie vie. Eux, ils sont dans un monde complètement à part. Et voilà, c'est ce côté aussi de Rian Johnson que j'ai kiffé dans ce film-là. Il a été presque, presque, ouais, dur. En tout cas, très caricaturé, très dur, mais caricaturé à un moment sur cette société-là, en fait. Mais bon, encore une fois, je trouve ça super bien fait, super bien foutu et super bien couillu, ce qu'il a fait en gros. Après, un autre point intéressant, c'est les twists. Les twists, c'est vrai qu'il y a plusieurs rebondissements, et que moi personnellement, je m'y attendais, à la plupart d'entre eux. Le seul truc, c'est que même si je m'y attendais, en fait, il a été tellement dans le détail, Rian Johnson, qu'il a soulevé plein de points où je m'étais dit, mais putain, j'avais attendu cet événement-là, mais je ne m'attendais pas que ça allait avoir ça comme répercussion et que ça allait sortir ça comme énigme en fait. C'est qu'en fait, d'une révélation, il en sort d'autres énigmes, ce qui vous implique encore plus, parce que du coup, ça vous soulève encore plus de questions, vous impliquez davantage. Voilà, je trouve qu'il a tourné ce truc de manière vraiment super bien foutue. Le climax, vraiment le moment fort du film, dans ce genre de film-là, hein, comme je vous dis, c'est toujours la fin. C'est la révélation. C'est vraiment le truc où il y a tout le sac de nœuds qui va être révélé. Donc qui va être délié. Et alors l'explication, elle est monstrueuse parce qu'en fait, en gros, c'est comme si le maître du jeu vous donnait la solution. Et vous dites, ah purée, il y a des détails que j'avais pas vu. Ah, j'avais pas compris qu'il avait dit ça comme ça. Ah, j'ai pas compris sa phrase à double sens. Et en fait, tous ces petits détails, ils vont être énumérés dans la solution finale. Et en fait, c'est là où vous dites, encore une fois, d'un simple truc, il a fait un scénario hyper détaillé, hyper tordu, hyper... Lequel était super loin, Rian Johnson. Donc voilà, c'est absolument génial. Côté négatif, il y a quand même un côté négatif, c'est le facteur chance. C'est vrai que dans ce film, le facteur chance est un peu présent, un peu trop présent. Genre, à un moment donné, il va y avoir un objet qui va permettre de trouver la solution de cette énigme-là. Et puis comme par hasard, cet objet, ça arrangera bien le meurtrier ou la meurtrière. Il va disparaître, il va se détruire, machin. Et il y a plein de fois comme ça où il y a le facteur chance qui vient, qui va prolonger en fait la révélation. Et au final, la solution va être trouvée d'une autre manière, mais sans réellement apporter quelque chose de plus en fait. Si la solution avait été trouvée avant, ça n'aurait pas changé grand-chose à la révélation finale en fait. C'est juste ça, voilà. Il y a quelques trucs qui traînent un peu long juste grâce au facteur chance. Je trouvais que c'était un petit peu mal amené, mais c'est pas très très grave en soi. Ça reste quand même un très bon scénario, très bien construit. Franchement, il y a du vrai boulot derrière. Côté cascade, côté effet spécial. Alors là, je vais être très court. Il y a de cascade, il n'y en a aucune. Il y a une course-poursuite. Et je vous dis déjà, il n'y a pas eu besoin de cascadeur. Parce que c'est tourné très lentement. C'est ridicule en fait. La course-poursuite est ridicule. Mais c'est fait exprès. Ils n'ont pas voulu faire ridicule parce qu'ils se sont plantés. C'est ridicule, c'est drôle. Dans ce film, vous allez voir, je vous en dis un truc de plus par rapport au scénario, il y a beaucoup d'humour dans ce film-là. C'est très fin, mais il y en a énormément. Et là, vraiment, la course-poursuite en elle-même, c'est une comédie, quoi. Et je trouvais ça génial de dire, voilà, c'est une comédie parce que dans un film de polar, en tout cas un polar comme ça, un thriller énigme, il ne peut pas y avoir de course-poursuite. Quant aux effets spéciaux, il y en a vraiment zéro. Il n'y en a pas du tout. Ni numérique, ni mécanique. Il n'y en a pas. Même dans un Colombo ou dans un Arabesque, il y a plus d'effets spéciaux que dans ce film-là. Genre, ne serait-ce que dans Colombo, le fait où la victime se fait tirer dessus, puis il y a le sang qui gicle quand il se fait tirer dessus, la poche qui pète, là, ça, dans ce film, il n'y a même pas ça. Il n'y a rien, il n'y a pas d'effet spécial. Il n'y a rien du tout. C'est absolument fou. Se dire que le gars, il aurait pu tout à fait, avec des acteurs pas du tout connus, parce que ce qui lui a coûté cher dans ce film, c'est clairement le casting, hein, Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Daniel Craig, enfin, je veux dire, il y a du beau monde dedans. Mais avec des bons acteurs pas connus, il aurait fait un film avec un petit budget, beaucoup plus petit budget, et il aurait fait un film de fou furieux, franchement. Donc voilà, avec aucun effet spécial, aucune cascade, en 2019, on est capable de faire un film très intéressant.
La BO. Alors la BO ici, elle est davantage là pour marquer, instaurer une ambiance. Par exemple, je vous donne un exemple, le manoir principalement, il y aura des morceaux de musique de type sonate de Chopin ou des violons. Ce sera souvent des instruments isolés seuls, qui rappelleront d'ailleurs ces vieux films. Encore une fois, je reviens sur ces vieux films, Hercule Poirot, les meurtres d'Agatha Christie, Columbo, tout ça, c'est vraiment tout ça. Et ça sera pour instaurer une ambiance. Et un petit air d'opéra toujours mélancolique dans le manoir pour, encore une fois, alourdir l'ambiance. Mais dès qu'il y a un dialogue ou dès qu'il y a un témoignage, plus de musique. Ryan Johnson veut que vous vous concentriez sur l'apparence physique de la personne, ce qui l'entoure et ce qu'il dit. La musique ne doit pas, absolument pas parasiter l'explication ou son témoignage pour que ça vous implique. Encore une fois, travail de la musique excellemment bien placé et excellemment bien composé. En conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? C'était franchement une bonne surprise. Quoique il y avait déjà Jamie Lee Curtis dedans, moi généralement les films de Jamie Lee Curtis, je les kiffe. En général, tout ce qu'elle a fait, j'ai aimé. Donc je me suis dit, bon, ça va peut-être sûrement me plaire. Il y avait Daniel Craig, il y avait tout ça. Je me suis dit, bon, et souvent les grands. Moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent dans les grands castings de films, les films en soi sont de la merde. Là, franchement, on a un excellent casting enfin, en tout cas des acteurs super connus. Et le résultat est excellent. Et ce que j'aime bien, c'est que, basiquement, c'est ce que j'aime bien de ces films-là, c'est que, basiquement, l'histoire, elle est bête. Parce que, voilà, le meurtre de quelqu'un, on cherche la révélation. Et au final, il y a tout un détail, tout un intrigue qui se révèle à l'intérieur, un bordel pas possible. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Je trouve que c'est un film que vous devriez aller voir si vous vous emmerdez et que vous aimez bien les films où il faut un petit peu travailler de la tête et être observateur et se dire, ah, j'aime bien jouer avec un film. Et c'est un film qui va vous convaincre, qui va vous convaincre, vraiment. Si vous cherchez des films plus divertissement, où vous voulez pas vraiment vous prendre la tête, du type, voilà, un Fast and Furious, un Jumanji, ce genre de choses, non, c'est pas fait pour vous. Mais pour tous les autres, franchement, c'est un film. Surtout si vous avez connu les Columbo, les Arabesques et tout ça, vous allez voir qu'il y a plein de références à ces séries-là dans ce film-là. Donc voilà, très bon film, honnêtement. J'ai fait le tour de ma critique, et j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire. Vous vous abonnez à ma chaîne et vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi poignarder le petit pouce bleu et partager la vidéo avec vos proches. On va passer maintenant à la partie spoil. Pour ceux que ça n'intéresse pas et qui ne veulent pas savoir, je vous dis déjà bye bye. Et pour les autres, on se retrouve juste après l'alerte. On se retrouve donc avec la partie spoil en 4 points. Premier point, c'est pas vraiment un spoil, mais c'est juste une façon de construire, comme je vous dis, c'est beaucoup adapté de cette... Vous allez voir que le film est construit de cette manière-là. Intrigue, enfin, placement de l'intrigue par un plan large, meurtre, réunion des suspects, enquête. Et vous regardez un Columbo, un Arabesque, un Hercule Poirot, un Agatha Christie, ce que vous voulez, c'est toujours la même chose, avec la grosse révélation finale. L'enquêteur qui résout toute l'affaire et qui a trouvé tous les petits détails. C'est vraiment, on sent ce côté-là. C'est sûr que c'est pas un spoil, mais vous allez voir que c'est vraiment ça qui va sauter aux yeux, surtout si vous connaissez ces films et ces séries-là de l'époque. Le deuxième point que j'ai noté, c'est que très rapidement, on va se rendre compte qu'en fait, Marta Cabrera est la meurtrière de Harlan Tromby. Le seul truc, c'est qu'on se dit, c'est bizarre, parce qu'en fait, Marta Cabrera aurait tué Harlan Tromby en lui injectant accidentellement trop de morphine, ce qui a fini par le tuer. Or, Harlan Tromby a été trouvé poignardé, égorgé. Et là, boum, quand vous apprenez que c'est la criminelle, vous dites, mais c'est bizarre, il a été tué, égorgé. Et la mort par morphine prend 10 minutes à partir du moment de l'injection. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps en 10 minutes? Comment c'est possible? Vous voyez, toujours à chaque fois, relancer le rebondissement, relancer l'énigme, attirer le spectateur à enquêter avec le film. Je trouve ça absolument génial. Le troisième point que j'ai noté de ce film, et c'est là que je vous attends, et où je vous disais, c'est qu'il y a des twists attendus. Moi, je m'attendais tellement, il y a la scène où il y a le testament, voilà, l'avocat dire qui reçoit quoi. Et en fait, Harlan Tromby, il dègue tout, absolument tout, à Marta Cabrera, son infirmière, qui était la personne la plus proche de lui, même plus proche que sa propre famille. Et là, on peut se dire, ah, mais finalement, elle a un mobile, cette Marta Tromby. Elle a tué Harlan pour avoir son argent, mais non, parce qu'en fait, on apprend aussi qu'elle était absolument pas au courant de ce testament. Et c'est là où ça... Voilà, il y a une espèce de truc où on se dit, mais on est au courant qu'elle n'est pas au courant, et en même temps, on comprend pas pourquoi elle l'a tué, même si on sait que c'est accidentel. Et vous voyez, c'est tout ce genre de méli-mélo qui fait que le film est super bien conçu pour une histoire qui semble si basique. Dernier point, le quatrième point,
Et c'est là où je vous dis qu'il y a l'espèce de gros climax. En fait, Benoît Blanc, donc ce fameux enquêteur joué par Daniel Craig, va expliquer par A plus B comment Chris Evans, alias Ransom Drysdale, a tué son grand-père par le biais de Martha Cabrera. Et en fait, il a tout simplement inversé des étiquettes de deux médicaments. Il a mis la morphine à la place de je sais plus quoi, et le truc là, il l'a remplacé par morphine. Elle lui a injecté trop de morphine, elle l'aurait tué comme ça. Mais le problème, c'est que, en fait, tout ça, Benoît Blanc est au courant grâce à tous les petits détails. Et c'est là que je vous dis que ce film est truffé de détails. C'est vraiment un film génial. Et en fait, jusqu'à la fin, on est impossible de savoir que c'est Ransom Drysdale qui est le criminel. Et comment il en est arrivé là, surtout. Donc voilà, c'était vraiment 4 points que je voulais mettre en avant. Parce que c'est pour juste vous montrer la complexité d'un scénario qui paraît très bête. Voilà. J'ai fini la partie spoil, j'espère que vous l'avez kiffé aussi. Il y a plein d'autres choses à découvrir, donc n'hésitez pas à aller regarder le film. J'espère que vous avez kiffé donc. Et si vous avez aimé, vous n'hésitez pas, vous savez déjà quoi faire. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.